et où dans cette thèse de doctorat, les deux même, mûris par l'âge encore qu'il est fort jeune, mais aussi par l'expérience parlementaire, c'est quelqu'un qui a inévitablement une arrière-pensée, comme Guillemin l'a titré en 1966, je crois, l'arrière-pensée de Jaurès, une arrière-pensée politique, même si Guillemin y voit peut-être plus que l'aspect politique. À savoir que, bon, mais ma foi, il faut penser, je dirais là, comme le politique, le fait de la citoyenneté, de la souveraineté du travailleur et du peuple aussi en son entier. Cependant, même si évidemment la thèse latine est aussi bon, une thèse politique, quelque part, la thèse principale, quand même, on a du mal à retrouver de la politique, et pourtant, a posteriori seulement, nous, quand on lit Jaurès, eh bien on peut, parce qu'on sait ce qu'il a fait ensuite, ce qu'il a été politiquement, mais aussi ce qu'il a écrit, etc., on peut y voir a posteriori seulement une cohérence entre la métaphysique et la politique. Alors laquelle? Eh bien, nous pouvons dire que sa métaphysique est une métaphysique de l'unité de l'être. Plusieurs l'ont dit, je n'ai pas inventé là-dedans, mais après tout, puisque c'est si fortement affirmé, pourquoi prétendre inventer, si ce n'est pour prétendre se distinguer? Donc j'ai repris cette idée de métaphysique de l'unité de l'être, étant bien entendu que, et c'est là qu'il y aura un écho dans le politique plus tard, j'en parlerai, le retour à l'unité, puisque l'unité première aurait été brisée, l'être est brisé. Et déjà dans ces cours de philosophie en terminale au lycée d'Albi, comme on disait, car je crois que c'était le seul du Tarn à l'époque, qui est l'actuel lycée La Pérouse, hein, à Albi, Jaurès, finalement, plus ou moins directement ou consciemment, aborde ces aspects qu'on retrouvera dans sa thèse. Jordi Blanc a publié en 2005, dans son édition personnelle, Ventéral, un volume des cours qui nous est très utile aujourd'hui, à savoir que bon, c'est ce cours qui était dicté à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein, je pense que ça devait être rébarbatif quand même, hein, paraît-il qu'il s'arrêtait à la virgule près lorsque la cloche sonnait de la fin de cours. Et où nous avons le cours grâce aux notes, non pas de Jaurès, le cours aurait été perdu, mais aux notes, donc fidèles, du coup, puisque c'est dicté, fidèles, d'un élève qui serait, si ma mémoire est bonne, Rascol lui-même, si ma mémoire est bonne. Oui. Et les cahiers sont d'ailleurs au CDI du lycée Rascol, en face à La Pérouse. Je les ai compulsés, consultés du temps déjà de mon DEA, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui Master 2, en 1994-15. Donc je disais, on ne peut pas dissocier le cours d'Albi, comme on dit, avec la thèse où il travaille déjà cette métaphysique avec des auteurs qui ne reprend pas forcément beaucoup dans la thèse. Je pense à Plotin, spécialement, puisqu'il y a aussi d'autres auteurs qui sont visités, Spencer, qui n'a pas tant, à mon sens, servi à penser cette unité de l'être, Herbert Spencer, le maître à penser de Bergson, ensuite Bergson a pris ses distances, hein, et ce philosophe positiviste et un peu sociologue aussi, se prétendant évolutionniste aussi, mort en 1903, mais qui est quelque peu cité, oui aussi, c'est vrai, dans la thèse principale, dans son idée qui peut être un des rares aspects, je suis méchant, hein, intéressant chez Spencer, cette loi d'évolution, comme le dit Jaurès, je crois que c'est Jaurès, du brin d'herbe à l'étoile, à savoir
l'homogène à l'hétérogène, cette logique, j'ai envie de dire de l'être déjà, ou des choses du monde, de l'univers, logique sinon d'évolution, mais de développement. C'est un aspect aussi à signaler, c'est que aussi Jaurès développera une philosophie du développement plus que de l'évolution. C'est pas un évolutionniste, j'y reviendrai dans quelques instants, en tenant plusieurs fers au feu, parce que c'est un système complexe, entre guillemets système. La philosophie de Jaurès, c'est un éclectisme. On connaît cette appellation pour Victor Cousin, mais un éclectisme de gauche, là, pas comme Victor Cousin. Il emprunte à beaucoup de traditions, beaucoup d'auteurs, et c'est assez complexe, donc j'essaie de tenir plusieurs fers au feu en même temps pour vous exposer à grands traits cette cohérence plus que ce système. Et donc, je disais, dans son cours d'Albi, il y a déjà avec Plotin, je privilégierai Plotin, ce néoplatonicien du début de l'ère chrétienne, qui habitait Alexandrie, si ma mémoire est bonne, dans ses Énéades, parle de la nostalgie de l'être, le retour à l'unité de l'être dans cette procession où l'être va au-devant de lui-même pour retrouver son unité. Et dans son éclectisme, Jaurès a articulé ce mouvement de retour à l'unité de l'être à d'autres traditions philosophiques, et notamment bon, Spinoza, Hegel, et c'est l'idée que l'être se réalise en fonction de ces virtualités qui sont destinées à devenir ce qu'elles sont en puissance. Je crois avoir dit il y a quelques instants cet aspect-là dans le premier moment de mon propos. Et effectivement, là, je peux invoquer, plus qu'il ne le fait finalement, hein, dans sa thèse principale, et pourtant, invoquer Aristote. Il dit, au moment où il enseigne à Albi, donc avant sa thèse, hein, avant d'être député même, il dit, à la sortie de l'école normale, il dit, je ne me reconnais, je ne reconnais qu'Aristote comme mon maître. Et alors, j'ai essayé de voir quoi, en quoi il y a de l'aristotélisme partiel, sans doute, chez Jaurès. Et je pense l'avoir trouvé, sauf erreur de ma part, à travers le diptyque, l'articulation entre puissance et acte, justement. Chez Aristote, et notamment dans sa physique, il y a ceci, puissance et acte, dont le passage n'est autre que le mouvement. Et ce qui est en puissance, c'est ce qui existe déjà, mais en virtualité, en potentiel, mais ne s'est pas encore réveillé. Et il y a un finalisme. Tous les aspects de la pensée, parce qu'il n'est pas que philosophe, hein, encyclopédiste déjà, hein, grand classificateur, inventeur de la logique comme science formelle. Bon, eh bien, il y a le finalisme qui traverse toute l'œuvre d'Aristote. Et justement, en n'oubliant jamais le finalisme aristotélicien, qui paraît-il revient aujourd'hui, même en biologie, c'est étonnant. Eh bien, ce finalisme se retrouve dans le diptyque, le couple articulé, puissance et acte, il vaut mieux dire, car justement, tout ce qui est en puissance est destiné à devenir. Sauf que, je disais, il y a un éclectisme chez Jaurès. Eh ben, il le fait, c'est pour ça que c'est complexe, hein. Il le fait avec Leibniz. Leibniz, c'est sa théorie des possibles. Leibniz écrit dans son principe de raison suffisante, la raison a plusieurs principes. Et entre autres, ben, il y a celui-là qu'il articule à d'autres, principe de la raison qui colle au principe de l'être des choses. Voilà pourquoi on peut comprendre le réel. Eh bien, Leibniz dit, parmi tous les possibles, vous, moi, nous avons en puissance divers possibles, êtres possibles que nous aurions pu être, hein, accéder à l'existence donc.
mais qui n'ont pas accédé, parce que Dieu choisit le meilleur parmi tous les possibles. Il y a eu, si je puis dire, si je peux me prendre, plusieurs Bruno Antonini possibles, et Dieu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais Dieu a pris le meilleur, le moins pire, on va dire. Allez. C'est le principe du meilleur, et qui permet de penser aussi la substance chez lui, qu'il appellera la monade ensuite. Mona en grec, ça veut dire l'unité. Principe minimal, sans porte ni fenêtre, dit la ministre de la monadologie, entrant dans les composés, c'est l'élément simple, entrant dans tous les composés, et qui de l'intérieur est ouvert sur la totalité de l'univers, qui se reflète dans chaque partie de l'univers lui-même. Autrement dit, et des biologistes ont pu dire qu'il a anticipé quelque part la génétique, Leibniz, et on peut retrouver ça chez Jaurès, vous verrez, il y a l'idée que le tout, ça défie la logique, hein, le tout est inclus dans chacune des parties de ce même tout. C'est ce qui fait l'harmonie universelle. Il est très très proche de cette idée, Jaurès, parce que l'harmonie, transposée ensuite dans la société et dans l'action politique, dans la lutte politique pour cette harmonie, pour ce retour à l'harmonie sociale, à l'unité de l'être métaphysique, transposée en politique, c'est la justice, hein. Faut pas rêver. Hein. Et il n'y a pas de justice sans ordre. Mais il faut voir dans quel sens de l'ordre, bien sûr. Mais, justement, chez Jaurès, plus aristotélicien que leibnizien, mais en prenant quand même Leibniz comme référence plus explicitement dans sa thèse, curieusement, par rapport au contraire, son cours d'Albi quelques années avant, eh bien, figurez-vous que chez Jaurès, même si l'amende modifie Leibniz, il n'y a pas le choix du meilleur parmi tous les possibles, mais c'est plutôt tout le possible est destiné à se réaliser. Donc il y a finalement un finalisme chez Jaurès, une pensée, si je dois quitter quelque peu la métaphysique, qu'on ne quitte jamais chez Jaurès, mais pour aller plus en avant dans une conception politique, même je dirais historique, Jaurès adhère à une philosophie de l'histoire, à un sens de l'histoire, alors pas ipso facto purement hegelien, encore que Hegel est une de ses sources, surtout dans la thèse latine à propos de sa théorie de l'État. J'ai écrit là-dessus tout dernièrement, il y a 6 mois, ça va être publié dans quelques mois à peine dans les cahiers verbatim de la chaire UNESCO de philosophie de Montréal, où pour les 250 ans de Hegel l'an dernier, en 2020, même si nous avons annulé le colloque à Montréal en octobre 2020 à cause de la pandémie, nous avons gardé le projet et c'était ce sur quoi j'étais chargé de réfléchir. Bon, il y a un hegelianisme partiel là aussi chez Jaurès, c'est là qu'il est partiel ici ou là, et qui fait un éclectisme qu'il essaie de faire vivre sans système, il était contre cette idée, mais en articulation cohérente, je dirais plutôt au moins. Et donc, tout ce qui est en germe est destiné à se réaliser. Voilà pourquoi, politiquement, c'est ce qui lui permettra de dire, avec ce socle métaphysique fort chez lui, que la République est destinée à se muer en socialisme. Voyons. Sans être non plus un grand naïf qui penserait que il suffit de laisser mijoter un feu doux dans la marmite de l'histoire pour qu'au petit matin, en se réveillant un jour, on découvre le socialisme qui se serait installé comme l'opération du Saint-Esprit. Il faut lutter pour, il faut aller au-devant d'eux comme l'être qui dans sa procession chez Plotin, va au-devant de lui-même pour mieux se retrouver dans son unité perdue. Parce que justement, avec aussi cette articulation entre l'idéal et le réel, et tout le monde va penser bien sûr à sa phrase la plus célèbre, qui m'a servi de cadre pour mon intervention sur Jaurès et Hegel pour Montréal, à savoir aller à l'idéal et comprendre le réel. Tout le monde connaît cette phrase que j'ai articulée dans mon analyse avec la phrase de Hegel, le réel est idéal, le réel est rationnel, pardon, je fais un lapsus, mais de bienvenue, et le réel est rationnel et le rationnel est réel. Bon, eh bien, il y a aussi l'articulation superposée, mais très cohérente, hein. C'est pas surajouté, ça énerve le tout, entre l'idéal et le réel, et qu'en puissance, il y a l'idéal, qui ne demande qu'à se muer
en réalité, c'est la puissance à l'acte d'Aristote, quoi, et qui est une porte d'entrée, peut-être pas que chez Jaurès d'ailleurs, à la dialectique de Hegel, étant bien entendu, c'est tous les égards que je mets, que il n'y a pas de dialectique, de pensée ternaire chez Jaurès. Il n'a conservé que l'idéalisme de Hegel et sa théorie de l'état éthique et neutre, régulateur, pour justement, au mieux possible, faire vivre ce que Hegel appelle la moralité objective et que Jaurès plus directement désignera plutôt par la justice sociale. Eh bien... Pardon, il y a un élément que je me posais relativement à votre exposé, c'est que il semble que dans le texte de sa thèse, ou ailleurs aussi, il y a un lien aussi au sensible, presque charnel, oui, dans cette relation à ce que vous avez posé. Ça semble... C'est vrai. Vous avez raison de poser la question, parce que je l'ai quelque peu négligé finalement, et c'est dans le titre de la réalité du monde sensible. Il n'est pas dialectique, donc il n'est pas ternaire, thèse, antithèse, synthèse. Il est binaire. C'est une pensée très française, la binarité. Et dans cette binarité, où on retrouvera évidemment tout ce que je viens de dire de la puissance et de l'acte, il y a l'idéal et le réel, évidemment, ça se superpose super bien. Mais il y a aussi le sensible et l'intelligible, si je dois conserver le vocabulaire platonicien, qui ne lui est pas étranger. Et pourquoi ce titre étonnant, sur lequel j'ai déjà écrit il y a très longtemps, sur le titre en tant que tel, de la réalité du monde sensible. Car il l'explique très bien au début de sa thèse, quand il pose son socle, ses jalons et sa méthode. Il n'est pas question de se demander si le monde est réel, vous savez, la vieille question scolastique, est-ce que le monde est réel, est-ce qu'il ne l'est pas? Non, c'est un faux problème pour lui. Le monde est. Et la réalité, c'est ce qui est. Point barre. Et donc, le monde sensible est. Il existe objectivement. C'est contre l'idéalisme subjectif d'un Berkeley ou encore... d'autres idéalistes là alors allemands, c'est un idéalisme objectif, quoi, pas jusqu'à l'absolu hegelien, mais objectif, à savoir qu'il y a une réalité de l'être, le tout est de savoir, et c'est ça l'objet de sa thèse finalement, à quel degré, hein, c'est de mémoire, je cite, à quel degré, à quelle profondeur l'être est dans le sensible. Et c'est une des philosophes disparue depuis quelques années déjà, Nick Weingart, qui fut longtemps trésorière de la Société d'études jaurésiennes, qui avait jugé bon, je n'ai pas privilégié cet axe, mais bon, je le cite, jugé bon dire que Jaurès préfigurait Merleau-Ponty, chez qui, dans son ontologie du sensible, le sensible gît dans l'intelligible. Il reprend, Merleau-Ponty reprend, et Jaurès aussi, le vocabulaire platonicien, mais sans qu'il y ait le ciel des idées, hein, le monde intelligible de là-haut, auprès de Dieu, l'absolu, où les vraies réalités sont les idées. Et ici-bas, dans le monde sensible, il n'y a que reflet ontologique dans la matière. Cette chaise n'est pas une vraie chaise, c'est la vraie chaise, c'est l'idée de chaise. Chez Platon, celle-là n'est qu'une copie, une dégradation ontologique. La preuve en est, c'est que les vraies réalités sont les idées, parce que chez Platon, elles sont éternelles, hors du temps, alors que cette chaise n'a pas toujours été chaise dans ce qui la constitue, et je suis prêt à vous parier qu'elle ne le sera pas tout le temps. Bon, il n'y a pas ça chez Merleau-Ponty, ni chez Jaurès, je vous rassure. Le sensible gît dans l'intelligible, il faut aller le rechercher. Bon, Husserl est passé par là, la phénoménologie. Il faut aller rechercher dans le sensible, l'intelligible qui y gît, qui s'y trouve. Et c'est vrai qu'il y a en partie cet aspect qu'on peut aller retrouver chez Jaurès, mais où chez lui, le sensible est une voie d'accès à... si on veut, l'intelligible, comme j'ai dit, bien sûr, mais aussi à l'être, qui du coup est connaissable. Là, il peut rejoindre Hegel, et surtout pas Kant, qu'il critique même dans une de ses leçons au lycée d'Albi sur la notion d'espace. Il y a une réalité de l'espace.
l'espace en lequel se trouvent les objets, qu'il ne faut pas confondre avec l'espace. C'est la grande critique d'Aristote contre Platon dans le Timée, hein, il a confondu espace et matière. Bon, ben lui, c'est d'ailleurs la thèse latine de Bergson, d'ailleurs, sous le concept de chora, chez Platon, c'est-à-dire l'espace occupé, pas l'espace en tant que tel, mais l'occupation d'espace, comme moi, mon corps actuellement, là où il se trouve sur ce fauteuil, occupe un espace que je peux en quelque sorte quitter, vider, et même si la chora est en tant que telle unifiée, il n'y a pas d'échora. Eh bien, il y a un peu tout ça dans cette métaphysique du sensible, sur laquelle Camille Rousselas a beaucoup développé, notamment même dans son dernier livre paru l'an passé, Oser l'idéal. Mais justement, l'idéal, il faut l'oser par le sensible. Voie d'accès à l'idéal, en termes plus jaurésiens, où finalement l'être est sensible. Et il est connaissable pour cette raison, sans que Jaurès soit un sensualiste, c'est là toute la nuance éclectique, sans qu'il soit un empiriste, alors là, bonne tradition française, avec Descartes, dont il se réclame en partie aussi, anti-empiriste quoi. Mais il faut passer par, et il n'est pas kantien, parce que Kant, qui n'était pas empiriste, il a attaqué Hume, hein, bon, même s'il a reconnu que ça l'avait réveillé de son sommeil dogmatique, de la critique de la raison pure, il nous dit bien, Kant, quand même, la vérité des choses existe, la chose en soi, mais qu'elle est inconnaissable. Je ne connais que les phénomènes, c'est-à-dire la façon dont les choses se manifestent à moi. Si je dis le ciel est bleu, pour Kant, ça peut vouloir dire, ça veut dire le ciel m'est bleu, mais ce qu'il est... Bon, tandis que chez Jaurès, mais aussi chez Hegel, finalement la chose en soi est accessible, est connaissable. Ça, c'est important de le dire. Et transposer en politique, alors, quittons la thèse principale, sans forcément aller vers la thèse latine cependant, mais l'engagement politique, il y a une ontologie du socialisme finalement, et le sensible pour les travailleurs, pour les socialistes, pour les syndicalistes, c'est le monde du travail, c'est la relation directe aux conditions d'existence, aux conditions de vie difficiles, où dans sa chair, le travailleur peut souffrir et a cet idéal de justice, qui est une aspiration métaphysique à l'unité, déjà présente dans sa thèse principale. Et je me souviens, tout d'un coup, ça me revient, quand en 2005, pour commémorer les 100 ans de la SFIO, France 2, c'est passé l'an dernier sur une chaîne satellite pendant l'été 2020, a diffusé le Jaurès, je ne me souviens plus du titre, mais avec Philippe Torreton. Je me souviens que Philippe Torreton, enfin, Jaurès dans le film, lors d'un repas dans le film, dit Carmo, c'est ma réalité du monde sensible, quoi, voilà, mais aussi pour tous les travailleurs. Et donc, s'il y a une ontologie du sensible que reprend Camille Rousselas, qu'il développe à fort juste titre, il y a une ontologie du socialisme. On la retrouve dans cette aspiration à l'émancipation, les différentes thématiques, l'émancipation, la justice, l'éducation, oui, sont des façons de passer du potentiel à l'acte. De la puissance à l'acte. L'humanité est en puissance, elle doit se révéler à elle-même. L'humanité de l'homme, de l'individu, en tant que travailleur, qui en son fond est brisé lui aussi comme l'unité de l'être, brisé parce qu'il n'est pas souverain au travail. Le capitalisme a brisé l'unité de l'être, c'est-à-dire transposer l'être en politique, en histoire, c'est l'humanité. Mais l'humanité de l'homme, mais aussi l'humanité en tant que, nous sommes presque, combien on est, presque 8 milliards maintenant sur Terre, bon, l'humanité en collection des individus. Et le capitalisme a brisé cette unité de l'être, brisé l'homme au fond de lui-même, qui a perdu ou n'a jamais eu peut-être la vraie souveraineté du travail,
que cette souveraineté que Jaurès appelle de ses voeux par le collectivisme, mais dans le 19e siècle, c'est la République sociale, quoi. J'en parlerai dans mon dernier moment. Donc, c'est par cette aspiration métaphysique que possède tout homme. Il ne suffit pas d'avoir fait des études de philo, hein, soyons clairs. Nous sommes des animaux métaphysiciens, comme dit Schopenhauer, et j'ai trouvé chez Jaurès l'expression Schopenhauer. Il ne cite pas Schopenhauer, il se l'est arrogé, il se l'est pris à son avantage. Dans l'Armée nouvelle, chapitre 10, l'homme est un animal. Métaphysicien, j'ai failli dire, lapsus, l'expression d'Aristote, animal politique, mais il se reconnaîtrait aussi dans cette expression d'Aristote en plus. Non, animal métaphysicien, et puis je crois dans Question de méthode en 1901. Ouais. Et justement, tout homme dans sa chair qui souffre, la chair du monde, comme disait Merleau-Ponty, du sensible, eh ben, aspire métaphysiquement à cette élévation qui est une émancipation sociale et politique, cette élévation spirituelle, métaphysique, qui fait écrire à Jaurès au moment où il termine la rédaction de ses thèses pendant l'été 91 dans la question religieuse et le socialisme, que les vrais religieux sont les socialistes. Religieux sont Dieu, mais parce que, de par l'étymologie du mot religion, religare, même si certains disent c'est religare, oui, plutôt, c'est rassembler, c'est réunir, c'est donc retourner à l'unité perdue, et parce que tout homme possède à lui-même en tant qu'animal métaphysicien cet amour de l'être et de l'unité à laquelle aspire l'être, et donc tout homme, qui se réalise par la justice sociale. L'enjeu prétendument socialiste, mais quand même pas seulement socialiste, mais au moins républicain, à la justice sociale, c'est une aspiration métaphysique. Il y a une métaphysique au fondement du politique, et j'ai envie de dire au-delà de Jaurès, mais en deçà du jaurésisme, évidemment. Et tout être qui s'engage politiquement, donc, ou associativement, etc., syndicat, qui s'engage pour la justice, honore l'humanité. Et il me semble, je l'ai dans mes archives ici ou là, le facsimilé du premier numéro de l'Humanité, Notre but, titré le 18 avril 1904 dans l'UMA, Jaurès écrit que l'humanité n'existe pas encore. Forcément, elle est en puissance. Forcément, il y a le capitalisme. Elle est brisée. Reconstituons l'être brisé. L'humanité une. Cette aspiration à l'unité éminemment métaphysique s'épanche socialement et politiquement en aspiration à la justice sociale qui a pu culminer, selon Jaurès, dans la Révolution française. Et vous avez là, aux éditions Messidor de 89, l'édition de cette histoire socialiste de la Révolution française. Et donc, je dirais que la justice sociale, c'est le retour à l'unité, autant de l'homme brisé qui se reconstitue dans son unité première, concrètement par la souveraineté du travail dans le collectivisme, où il n'y aura plus la propriété privée dans le domaine de la production et des échanges. Bon, là c'est dans le droit fil de la deuxième internationale, proclamée en 1889, mais aussi entre classes sociales, hein, où on ne jouera pas l'une contre l'autre, avec une défaite humiliante de la bourgeoisie, comme on peut le voir, et sans polémiquer, hein, c'est pas mon but, chez Marx, qui ne pense pas à cette conciliation, alors que Jaurès, non seulement veut unir paysans et ouvriers, alors que chez Marx, il y a une pensée selon laquelle les paysans sont d'indécrottables réactionnaires desquels il ne faut rien attendre, hein, et où il met en avant, à juste titre,
vérifié par les historiens, met en avant Marx, hein, la collusion historique entre bourgeoisie et paysannerie. Lui, chez Jaurès, c'est unité déjà entre paysans et ouvriers, prolétariat en général, quoi, auquel il agglomère les petits patrons, hein, qui ont le titre de patron, mais ont des fins de mois difficiles. Hein, dans l'article La Dépêche du 3 mars 1889, intitulé Les classes sociales, il appelle les petits commerçants, les boutiquiers, comme il dit, les artisans de toutes sortes, à rejoindre le prolétariat, car leurs conditions réelles du sensible, alors, sont celles du prolétariat, mais théoriquement, ils font partie du patronat, mais enfin, un patronat qui a du mal à joindre les deux bouts, qui est très prolétarisé. Et donc aussi, évidemment, l'unité de l'être retrouvée en politique, et qui est unité de l'humanité, ben, vous le devinez, par le pacifisme. C'est guerre à la guerre, hein, comme il avait dit en novembre 13, si ma mémoire est bonne, dans la cathédrale de Bâle. C'est plus jamais ça, comme on dit aujourd'hui, plus jamais la guerre, tendanciellement, et où l'humanité sera aussi unie par cela dès l'instant où le capitalisme se sera mué par une théorie du développement, car il porterait en lui ses propres germes, là aussi, de développement de son propre dépassement, sans que ce soit par l'opération du Saint-Esprit que ça se passe, mais en poussant à la roue par les actions politiques, et ben justement parce que le capitalisme aura été aboli et dépassé, donc, car, comme il le dit en mai 1907 à la Chambre des députés, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée annonce l'orage. En tout cas, voilà, à grands traits, j'espère avoir été assez clair, comment une métaphysique peut s'épancher en politique, avec l'objectif idéal et réel, et puis politique et moral, de la justice sociale comme incarnation même de l'unité de l'être dans le sensible. Un point complémentaire, peut-être une question en tout cas qui m'intrigue et qui fait aussi débat, c'est Dieu pour Jaurès, parce qu'il est assez présent dans sa thèse, et semble-t-il qu'il pose question. Ben, oui, c'est Urbain Goyer qui avait ironisé, d'autres encore, et où il avait répondu par un article intitulé « Ignorance », 31 octobre 1901, si ma mémoire est bonne, contre Urbain Goyer, dans La Petite République, si ma mémoire est bonne, ce journal, où il dit mais il comprend rien. Bon, évidemment, grand leader socialiste, la communion de Madeleine la même année, en début juillet de 1901, a fait jaser, quoi. C'est quoi ce socialiste qui habite un château en plus dans le Tarn? Ce qui est faux, c'est ridicule. Allez voir ce que c'est maintenant un centre de loisirs du Franche d'Albi. Bessoulé, vraiment, c'était bon, le mensonge habituel des détracteurs méchants. Mais aussi ce qui fait faire sa communion à sa fille, c'est quoi ce faux cul, bon, ce faux jeton? Pas du tout. C'est quelqu'un qui, justement par sa laïcité, qui n'est pas un anticléricalisme et encore moins un athéisme, mais la loi 1905 étant cela d'ailleurs une loi de privatisation des cultes, eh bien c'est l'incarnation même moralement et politiquement et légalement de la liberté absolue de conscience. Ben quoi, et alors, bon, c'est sûr que la Madame Jaurès avait poussé à la roue pour que Madeleine fasse sa première communion. Bon, peut-être qu'il n'était pas contre, ou alors il a cédé à sa femme, mais c'est pas en soi gênant. Ceci dit, Dieu, dont il a dit à la Chambre en 1910, je crois que c'est dans Pour la laïque, en janvier 10, qu'il dit ça, je crois que c'est dans celui-ci, je suis de ceux que le mot Dieu n'effraie pas, quoi. Et alors, je parle de Dieu à tout bout de champ dans ma thèse principale, bon, ben, il dit, c'est le Dieu de la philosophie, quoi, synonyme d'unité, justement, et d'absolu. C'est le Dieu des philosophes, quoi, c'est pas gênant. Et c'est quelqu'un qui a fouillé la philosophie dans son fond. Il faut quand même rappeler qu'il a fallu attendre le 19e siècle avec Marx pour voir une grande philosophie qui se passe de Dieu. Dans l'histoire de la philosophie qui a 25 siècles, quoi. C'est pas gênant. Même les athées n'arrêtent pas de parler de Dieu. Et il n'était pas athée. Il a rompu avec la religion vers 17 ans.
Il attaque même le catholicisme qui a fauté en abandonnant le sort des plus humbles. Il le dit dans la question religieuse, justement, le socialisme, pendant l'été 91, remis en avant par Michel Launay en 1959, au moment du centenaire de la naissance de Jaurès. Parce que, en prenant le parti pris des puissants, le christianisme, enfin en tout cas, je dirais plutôt le clergé, et le haut clergé surtout, a failli, n'a plus été fidèle à la parole des évangiles. Et certains s'évertuent, pour pas, bon, ça se discute peut-être, mais à considérer le socialisme comme la version laïque de la charité chrétienne. Hein. Bon, pourquoi pas, bon, je ne suis pas outre mesure gêné par cela, mais c'est vrai que la notion de Dieu est un pôle ontologique. Jordi Blanc en fait un théologien de Jaurès, il aura sans doute l'occasion de s'exprimer là-dessus. Il y a peut-être de la cohérence, mais moi je vois plutôt une ontologie, plus qu'une théologie. Mais ça c'est ce qui me différencie de Jordi Blanc, mais à chacun son existence et sa personnalité. Très bien. Voilà. Alors si on embraye sur la suite oui. Par rapport à notre temps, et comment tout ça peut se matérialiser et être d'actualité. Je suis un Jaurésien et il faut toujours faire attention à nos adhésions qui ne sont pas que mentales mais affectives, et j'essaie d'être le plus objectif possible. Et en plus vous me demandez le plus difficile, à savoir non pas de prévoir l'avenir, ce serait stupide de ma part, mais d'essayer de voir les lignes de crête du jaurésisme pour penser ce qui vient, je préfère dire. Je vais essayer d'être, sinon objectif, du moins recevable, plausible, raisonnable. C'est difficile, hein, puisque ça engage l'avenir que personne ne maîtrise et puis tout va vite de nos jours. Mais il me semble que Jaurès est d'actualité. À plusieurs titres. Je résumerai, je limiterai mon propos à, pas à la France nécessairement, encore que, mais à l'aspect institutionnel. À savoir que j'avais pointé pendant mes recherches doctorales, il y a une vingtaine d'années, les occurrences, ici ou là, j'ai une fiche, mais que j'ai laissée à Paris, une fiche qui fait l'inventaire non exhaustif, hein, parce que je n'ai pas pu sans doute tout pointer, mais de plus de 30 textes où Jaurès traite assez directement, parfois même c'est l'objet de l'article, de la chambre du travail. Je crois qu'elle est d'actualité. On pourrait appeler, si on l'institue un jour en France, la chambre du travail, et même en Europe, pourquoi pas, la chambre du travail et de la monnaie, et de l'environnement aussi, et qui pourrait justifier en France la disparition du Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que la chambre du travail? Eh bien, pour donner de la cohérence, encore une fois, au jaurésisme, je vais, à grands traits, toujours bien sûr, superposer plusieurs matrices, plusieurs socles, à savoir le socialisme de Jaurès, républicain, parce que s'enracinant dans la Révolution française, dont il dit, avant d'être théoriquement socialiste, dans la dépêche, une fois de plus, du 28 octobre 1890, le socialisme de la Révolution française, il dit la Révolution française contient le socialisme tout entier. Voilà pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se payer le luxe de ne pas être marxiste tout en empruntant à Marx. Quand même. Bon. Merci Karl Marx. Mais je vais superposer plusieurs axes qui sont le socialisme jaurésien, j'ai envie de dire français, bon, prétendument actuel, s'il y a un parti vraiment socialiste, actuellement, superposé avec
les institutions rêvées de Jaurès, notamment dans cet article formidable de la Dépêche, encore une fois, du 6 mai 1888, intitulé Constitution républicaine, je crois que beaucoup est dit déjà dans le titre, et voir avec quoi, peut-être avec la philosophie, Acte et puissance aussi, de Jaurès. Alors, superposons donc. Qu'est-ce que le socialisme jaurésien républicain à grands traits? Vu tout ce que j'ai posé déjà en termes de philosophie jaurésienne et de son éclectisme, je dirais que là, comme je l'ai écrit déjà dans mon master, enfin DEA, diplôme d'études approfondies en 1995, je dirais que le socialisme chez Jaurès est destiné à se réaliser, ou pour le dire par un autre biais. La République est liée au socialisme et se réalise pleinement dans le socialisme, comme la puissance est liée à l'acte. Et j'ai envie de dire, la boucle est bouclée, boucle binaire. Qu'est-ce à dire? C'est que, justement, la République, même formelle, comme aurait dit Marx, n'est pas réelle. Autrement dit, hypocrite. Allez, bourgeoise. Comme disait Jaurès. C'est pas moi qui le dis, hein. Il faut la soutenir. Il l'écrit en janvier 1901, ça, dans un article, je crois, Petite République encore. Tout gouvernement, fut-il prétendument socialiste, mais tiède et décevant, en tout cas c'est l'idée qu'il dit dans son texte, doit obtenir le plus ferme soutien de tous les socialistes, car c'est une étape vers ce qui sera mieux encore plus tard. Et ce socialisme jaurésien, le vrai, et si ça n'était pas connoté par du médical, je dirais, et du psychiatrique, je dirais bipolaire. Il a deux pôles, voilà, articulés, qui réunissent, du point de vue du socialisme européen, cette distinction, presque opposition, que les Européens ont établie au XIXe entre le socialisme par le haut, les gouvernements, les parlements, et le socialisme par le bas, qui est le syndicalisme. Eh bien, Jaurès réunit les deux. Et ces deux pôles articulés travaillent la main dans la main, si je puis dire, par le biais d'une chambre nouvelle en lieu et place du Sénat, qui est la fameuse chambre du travail, que je vais exposer à grands traits. Eh bien, c'est par le haut les parlementaires, et au plus haut degré les députés. Et c'est là que je vais parler du présent, enfin non, pas du présent, d'un possible futur idéal à la Jaurès, en France au moins, et par le bas, par le syndicalisme. Le socialisme jaurésien est un socialisme d'inspiration, syndicalisme, de terrain. J'avais insisté dans mon intervention de Groyer pour le colloque des 100 ans de la grève ouvrière en 2010, sur réformisme, rêve et réformisme social. Socialisme de terrain qu'il emprunte, il faut le dire, au socialisme belge, très créatif, très dynamique, qui avait eu l'intelligence d'asseoir le socialisme dans le monde du travail, du terrain, du quotidien. Jaurès a repris cela pour articuler justement les deux et rendre la citoyenneté du travailleur effective. Dans le cadre d'un socialisme de la souveraineté du travail, on est dans les clous là. C'est bon, on est sur notre bon terrain. Étant bien entendu que le socialisme jaurésien est un socialisme jusqu'au bout, comme il l'écrit dans la revue socialiste créée par Benoît Malon. Dans les années 90, il l'écrit, il y a eu toute une série de textes futuristes sur la société à venir, sur l'organisation, en termes presque saint-simoniens, ou réorganisation plutôt, Saint-Simon et Auguste Comte, mais sur l'organisation socialiste, une société industrielle. Et
il dit le socialisme, c'est un socialisme jusqu'au bout, c'est-à-dire la République sociale, et précisons alors, c'est ce bout visé et atteint, puisqu'à l'image de sa philosophie de la vérité et l'être des choses, la connaissance des choses, j'ai dit tout à l'heure en métaphysique, est accessible, connaissable. Et bien là aussi, l'idéal est réalisable. Ce n'est pas l'inaccessible étoile où vous ne cessez de rêver à l'impossible et où vous vous condamnez à la frustration et à l'échec. Non. Comme chez Hegel, eh bien, l'idéal est réalisable. C'est la fin de l'histoire chez Hegel, bon. Mais il y a quelque part un peu de ça, éclectiquement, chez Jaurès. Et le bout, disais-je, c'est la souveraineté du peuple, mais effective, pas sur le papier, là. Hein. C'est le principe de souveraineté du peuple jusque dans l'économie. Soyons clairs. Aujourd'hui, dans cette république formelle, allez, puisqu'on me demande de dessiner jaurésiennement un avenir souhaitable, sinon possible. C'est une société où le peuple a le droit de vote parce qu'il a plus de 18 ans maintenant, mais ça fait appel à son premier grand discours socialiste à la Chambre le 21 novembre 1893, flamboyant discours à la tribune, où il dit « Vous avez voulu la République, mais qu'avez-vous voulu plutôt, excusez-moi, vous avez eu raison, vous avez prétendu faire de citoyen un roi, mais quelle contradiction !» dit-il, je cite à peu près de mémoire, « Quelle contradiction avez-vous fait quand, d'un côté, le peuple peut révoquer les ministres le dimanche, mais où le lundi, il est sous le joug du patronat. Quelle contradiction! Il manque, comme on dit en terre rubistique comme ici, il manque de transformer l'essai. Et transformer l'essai, c'est finalement la République sociale en transportant, en élargissant, en poursuivant ce principe purement théorique et formel de souveraineté du peuple jusque dans l'économie qui, concrètement, selon des dispositions à définir et qu'il définit plus ou moins, est l'abolition de la propriété privée dans le domaine de la production et du patronat par le collectivisme. Le tout arrimé à ce qu'il emprunte à Marx, à savoir la théorie de la valeur travail, que Marx lui-même emprunte à Ricardo, rendant à César ce qui est à César. Mais quand même bien mis en avant par Karl Marx, cette théorie de valeur travail qui dit à grands traits que la valeur des choses produites est strictement égale à la valeur du travail socialement nécessaire. Et donc, en cela, Jaurès est marxien. Et la théorie de la valeur travail est là, au cœur même de ce dispositif socialiste jaurésien. Alors, institutionnellement, il faut une traduction institutionnelle, donc, disais-je, de cette vision économique et de cette métaphysique de la valeur, comme il dit dans l'Armée Nouvelle à propos de la théorie de la valeur travail. Alors, cette institution, c'est la fameuse chambre du travail, qui est cette chambre élue au suffrage universel direct, faut-il le rappeler, qui remplace le Sénat et qui élit alors je ne sais pas comment on les appellerait, mais des gens en tout cas avancés par les syndicats, de par les divers biais, les divers domaines de l'économie, artisans, paysans, commerçants, patrons, de ci ou de là, ouvriers évidemment, qui amènent leurs candidats, qui sont élus, et qui donc du coup inspirent le législateur, vrai législateur qui est le député. En somme, qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est une chambre démocratique, encore plus que le Sénat, du coup, par la démocratie directe, du suffrage universel direct plutôt, qui serait en quelque sorte l'interface. Aujourd'hui, plus que jamais, cette chambre se justifie,
car elle serait l'interface entre les lobbies, qui sont beaucoup plus nombreux et puissants, et les députés, pour traduire leurs desiderata, pour ne pas dire plus, catégoriels et de caste au mieux possible, intérêt général. Mais l'idée de fond, c'est d'innerver le travail parlementaire, de l'inspirer par l'action de terrain venant des syndicats et des travailleurs. En quelque sorte, ce sont les forces du travail qui inspireraient la force des lois. Voilà la substance socialiste métaphysique, quoi, en quelque sorte, et qui donnerait toute une forte légitimité, encore plus grande, à la citoyenneté, quelque peu malmenée aujourd'hui, et où beaucoup de gens, notamment lorsqu'ils sont chômeurs, ne se reconnaissent pas dans la citoyenneté, ils démissionnent de la citoyenneté, ou refusent de voter, etc. Alors, cette chambre du travail, finalement, redonnerait toute une légitimité, non seulement, c'est sûr, aux législateurs, mais aux citoyens actifs, qui seraient citoyens économiques. Car il y a deux pôles dans le socialisme, il y a le parlementarisme, du coup, chez Jaurès, c'est jaurésien, et l'action de terrain, ben justement, on les a là, dans cette chambre-là. Ou dans ce fameux article du 6 mai 88 que je vous recommande, dans la dépêche, Jaurès écrit que ces nouveaux élus de cette chambre saisiraient le pouls du pays profond. J'ai bien aimé cette expression, pour en toute légitimité et en toute lucidité inspirer le législateur, quoi, qui ne serait pas soumis à des pressions qu'il dénonçait déjà. En dénonçant aussi la navette parlementaire, le Sénat qui nous embarrasse, dit-il, qui retarde l'action parlementaire et la bloque. Enfin, on sent il n'est pas forcément pour l'unicamérisme, il reste bicamériste. Hein. Sauf que, au lieu d'un Sénat avec l'étymologie latine senex, qui veut dire le vieillard, qui est fondé sur le critère du territoire et quelque peu aujourd'hui périmé, puisque des territoires entiers, notamment les banlieues, ne sont pas ou sous-représentés, nous aurions une nouvelle chambre dont le critère de recrutement serait le travail et non plus le territoire. Donc il me semble que c'est une donnée d'avenir sur laquelle il faut réfléchir, étant bien entendu que cela redoperait, remettrait en avant le député, le vrai artisan de la loi, certes, mais aussi de la démocratie, qui aujourd'hui est mis sous tutelle avec le quinquennat, et alors là, le transformer l'essai de... Il y a eu un essai transformé, oui, mais dans le mauvais sens, à savoir l'inversion du calendrier électoral qui a permis de mettre sous tutelle l'Assemblée en faisant élire les députés toujours après la présidentielle, hein, depuis le quinquennat et depuis 2002. Donc il me semble que là, Jaurès est d'actualité, oui, d'autant qu'il, dans ce même article de mai 88, il préconise de fondre ensemble le président de la République et le président du Conseil, autrement dit le Premier ministre, pour en faire, je le cite, comme un ministre ou président du Conseil, un ministre sans portefeuille, révocable à tout moment, car élu au sein des députés, et où, lorsque la Chambre qui fait les lois qu'il doit faire appliquer par son gouvernement, mais lorsque la Chambre estime que le gouvernement ne l'écoute pas, le président est révocable à tout moment, il démissionne et est aussitôt remplacé par un nouveau député élu de l'actuelle majorité. Je pense que Jaurès est une piste sérieuse pour sortir de la déliquescence actuelle institutionnelle, la crise morale et institutionnelle, et pour sortir de cette perversion de la Ve République qui atteint son sommet avec le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, cette présidentialisation à outrance, car finalement Jaurès m'a convaincu, au regard de la circonstance actuelle, qu'il faut en finir avec l'élection au suffrage universel du président de la République. Bien. Voilà. Merci Monsieur Antonini, c'était vraiment très enrichissant. On a pu faire avec vous un parcours de l'univers philosophique et de voir à quel point il peut être ancré dans le politique et peut-être aussi le réel. Un dernier mot sur une forme d'éthique jaurétienne, parce que dans l'engagement des militants aujourd'hui, la difficulté c'est que ce sont des engagements pour des appareils, ce sont des engagements
mais il n'y a pas cet enracinement dans l'expérience métaphysique et philosophique avec sa dimension éthique qui semble être proprement jaurétienne. Il va de soi que, bon, surtout nos grands morts, on idéalise un peu, mais je pense que ce n'est pas de l'exagération, c'était un honnête homme. Et il est un modèle, et plus qu'un exemple modèle, parce qu'il nous a montré qu'il est possible de traduire une morale en politique, égale aussi, à sa façon. J'ai dit tout à l'heure par l'État, mais il reste un modèle, car on peut, et oui, faire de la politique, mais c'est le cas de la plupart des élus, on peut faire de la politique de façon tout à fait désintéressée. Très bien, merci beaucoup. Au plaisir et merci. À bientôt. Merci.